Bonjour les activateurs et bienvenue sur Oser réussir. Alors vous savez que mon blog a pour objectif d'accompagner les entrepreneurs dans leurs projets personnels et professionnels. Alors aujourd'hui, je vous présente Alexandre Villequet qui accompagne les personnes qui veulent changer de vie. Bonjour Alexandre. Bonjour Marie. Alors, j'ai découvert ton parcours qui est très inspirant. Tu es directeur d'une usine de 350 personnes et tu as pris la Mm. décision de prendre un congé sabbatique de 11 mois pour changer de vie. Est-ce que tu peux nous dire comment est venu ton projet? Ouais, bien sûr. Alors, le projet, je dirais, il est venu en 2 temps, en fait, hein. J'ai d'abord eu ce projet de prendre une année sabbatique sans forcément savoir ce que je voulais en faire, finalement. Bon, il y a plein de choses différentes qui ont contribué à cette décision-là. Mais pour faire simple, la volonté vraiment de faire un break à mi-carrière, de me poser pour, profiter un petit peu plus de la vie, pour me poser les bonnes questions. Voilà et puis, tout simplement, il faut le dire aussi, à ce moment-là, il y avait moins d'opportunités, pas forcément de projets professionnels prêts. J'étais à la fin d'une étape, donc ça m'a semblé être le bon moment. Et donc, la première décision, ça a été ça. Ça a été de se dire finalement, c'est un dispositif, l'année sabbatique, qui est, encore finalement, mal connu. Les gens se disent souvent que c'est compliqué d'en prendre une et en fait, c'est relativement simple. Enfin, d'un point de vue technique et droit, c'est relativement simple de les cumuler. Donc j'ai commencé par faire ce break et puis, en fait, assez rapidement, durant cette année-là, bon, comme j'aime pas tourner en rond et que j'avais pas prévu, en dépit du décor, derrière moi, j'avais pas prévu d'aller m'allonger sur la plage pendant 11 mois. J'ai décidé de chercher à utiliser au mieux cette année-là. Quelque part, l'idée qui est venue très vite, c'est de se dire: «Finalement, dans 11 mois, je vais devoir faire un choix» et même un petit peu plus tôt que ça, entre retourner à mon boulot puisque, c'est le gros avantage de l'année sabbatique, c'est qu'au bout des 11 mois, ta place est garantie. Alors pas forcément exactement le même poste, mais en tout cas un poste équivalent, rémunération équivalente et cetera. Donc il y avait cette possibilité ou bien, et c'est ce que j'ai voulu tester, me donner, une autre opportunité, donc vraiment un choix à la fin des 11 mois et se dire: «Soit je repars vers ce que je connais déjà, soit j'explore quelque chose de complètement nouveau». Mais pour faire ce choix-là de façon à peu près, sereine, il fallait que j'utilise mes 11 mois, pour me créer cette nouvelle opportunité. Donc voilà, c'est la décision que j'ai prise. Dans ce que tu évoques, il y avait vraiment des motivations d'ordre personnel en fait. Ton projet n'était pas seulement une aventure d'entreprise, Non. tu avais vraiment envie de créer quelque chose pour toi. Ouais, c'est alors effectivement, c'est de toute façon, c'est un projet égoïste, je dirais et tout à fait personnel, effectivement. C'était personnel au sens, vraiment prendre du temps pour moi, parce que j'étais pas en situation de burn-out ou pré-burn-out, j'en étais pas à ce point-là, mais au bout de, tu vois, un peu plus de 20 ans de boulot dans l'industrie management, je sentais que j'avais quand même moins le feu, moins la flamme, qu'avant, et je commençais alors je me traînais pas pour aller au boulot parce que le boulot était quand même passionnant, faut pas non plus voilà, pas raconter n'importe quoi. Ça, c'est un boulot, directeur d'usine en particulier qui était mon dernier poste qui reste passionnant. Il y a pas une journée comme les autres, donc je j'étais pas non plus dans une routine. Mais, l'environnement, la pression permanente plutôt court terme, et cetera, ont fait que voilà, j'ai ressenti ce besoin à un moment de faire ce break. Donc voilà, c'était personnel de ce point de vue-là. Et puis c'est vrai que quelque part, alors je peux pas dire que j'ai jamais eu comme rêve, si tu veux, je suis pas non plus depuis tout petit à me dire un jour je serai entrepreneur. C'était pas un rêve clairement identifié. Maintenant, avec les années qui passaient, alors et ça, je l'ai compris finalement, dans le courant de l'année sabbatique parce que le gros avantage de cette année-là, c'est que, comme je le disais, ça m'a donné du temps pour moi et on pourra y revenir. C'est vraiment du temps, enfin, ce qui est appréciable, c'est qu'on a du temps, bien sûr, mais on a surtout du temps pour soi parce qu'on se retrouve seul finalement pendant une année sabbatique. Alors ça dépend comment on la prend, hein, bien sûr, mais là, moi, c'était mon cas. J'étais à la maison, j'avais pas, les enfants, et cetera, donc c'est vraiment du temps que tu peux te consacrer à toi. Ça m'a aidé à réfléchir à ma situation quelque part et à me rendre compte que, ce qui me manquait dans mon activité professionnelle, c'était de l'autonomie et ça a été une grosse frustration parce que là, pour le coup, le poste de direction de site, j'imaginais probablement un peu naïvement que j'allais être mon propre patron dans une certaine mesure, hein. On a toujours un chef dans une grosse boîte, mais je pensais avoir beaucoup plus de marge de manœuvre que ce que j'avais au quotidien. Concrètement, j'avais beaucoup de choses pour lesquelles je devais demander une autorisation, une signature et ça, c'est quelque chose qui me pesait de plus en plus. Ça, plus des décisions, tu sais, un peu corporate. Alors, je travaillais dans un grand groupe, donc les décisions top-down où on te dit, c'est comme ça, faut appliquer, faut faire appliquer. Parce que quand tu es manager, c'est pas seulement moi,
j'ai pas envie de faire, je comprends pas. C'est même quand c'est le cas, tu dois faire et tu dois faire appliquer. Donc c'est d'autant plus compliqué quand tu n'es pas complètement convaincu. Donc il y avait cette notion un petit peu d'autonomie, puis de liberté de manière générale, parce que alors j'avais une forme de liberté évidemment dans mes horaires. Bon, je faisais comme je voulais, donc j'avais organisé ma journée de travail comme ça m'arrangeait. Moi, j'étais plutôt du style à arriver assez tard finalement le matin, mais à partir assez tard le soir, parce que je me suis rendu compte que c'était la manière la plus efficace de travailler pour moi. Donc voilà, j'avais cette liberté-là, mais enfin, ça reste une liberté quand même tout à fait relative. Tu choisis évidemment pas où tu t'installes. Et ça, c'est aussi des choses, voilà, c'est des choses qui ont créé des tensions dans ma vie de famille à un moment donné, parce que tu vas là où sont les opportunités. Alors, des fois, tu as un minimum de choix, mais pas toujours. Et donc ça, voilà, ça, je me suis rendu compte, voilà, liberté, autonomie, je dirais quelque part, assez vite dans les premières semaines de cette année sabbatique, je me suis dit, ce serait quand même sympa de pouvoir avoir un autre choix qui permettrait de développer ces deux aspects-là. Voilà, donc c'est dans ce sens-là, je dirais qu'effectivement, la décision était tout à fait personnelle. Ouais. C'est particulièrement courageux par rapport au contexte que tu évoques, parce qu'il a aussi fallu t'affranchir de certains freins, peut-être même de croyances limitantes. Comment tu te projetais par rapport à ça? Quelles sont les difficultés que tu as dû surmonter pour réaliser ton projet? Alors, je dirais pas, enfin, tu vois, bon, c'est un point qui revient souvent et c'est assez intéressant, la notion de courage, parce que je dirais, globalement, j'ai pas l'impression que ça a été une décision courageuse. En tout cas, clairement pas sur le moment. Tu vois, sur le moment, comme je disais tout à l'heure, j'ai presque eu l'impression, quelque part, la réaction, ça a surtout été que je me dis, est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que c'est pas, je parlais d'égoïsme un petit peu tout à l'heure, c'est me prendre du temps pour moi, c'est bon, même par rapport à ma boîte, parce que j'avais des bonnes relations avec ma boîte, j'étais pas du tout en conflit ni quoi que ce soit, donc je culpabilisais peut-être un petit peu quelque part de me dire, tiens, je vais me mettre sur la touche pendant 11 mois. C'était pas du tout prévu, c'est tombé, ça a été une surprise pour tout le monde. Donc c'était plus ça ma première action, c'est de me dire, oh là, voilà, est-ce que vraiment je suis légitime quelque part à le faire? Et je pense que c'est un point qui sera intéressant à développer, parce que je pense que de manière générale, en particulier quand on est cadre, finalement, on se met beaucoup de barrières de ce point de vue-là, en se disant, est-ce que j'ai le droit de faire des choix? Est-ce que j'ai le droit de sortir du chemin établi, etc. Donc ça, c'est un thème intéressant. Mais voilà, j'ai pas eu l'impression, si tu veux, parce que bon, prendre une année sabbatique, enfin, dans l'absolu, ça ne demande pas énormément de courage. Hein. Je veux dire, c'est très simple techniquement, comme je le disais tout à l'heure, les conditions sont très simples. Bon, ça demande éventuellement d'affronter un petit peu l'incompréhension, voire pourquoi pas, dans certains cas, j'imagine, le mécontentement de l'employeur, ce qui n'a pas été mon cas, je dois le dire. Lorsque j'ai annoncé ma décision, ça a été, bon, il y a eu de la surprise, mais ça a été assez bien compris et j'ai pas eu du tout d'opposition. Et après, je dirais, après, on réalise peut-être un petit peu plus. C'est toujours, tu sais, c'est à froid, je dirais, quelque part, une fois que les muscles ont refroidi, que tu réalises peut-être ce que tu as fait. Parce que, et surtout, je dirais, surtout quand tu décides effectivement que finalement, ce sera peut-être pas juste une pause dans ton parcours, mais ce sera peut-être un vrai tournant. Et là, c'est vrai que tu réalises un peu plus ce que tu lâches. Alors, bon, j'avais déjà conscience au moment de la décision que malgré tout, ce ne serait pas forcément sans conséquence, si tu veux, sur ma carrière, entre guillemets. Bon, il n'y a pas, dans l'absolu, je pense que si j'étais revenu au bout des 11 mois, j'aurais pu reprendre un parcours à peu près équivalent, mais malgré tout, je pense que dans beaucoup de boîtes, ça amène un peu des questions. Les gens se demandent si tu es complètement impliqué dans le projet de l'entreprise, etc. Donc, tu prends un petit peu ce risque-là d'être mis sur la touche, même si c'est bien sûr légalement pas acceptable. Mais enfin, bon, après, il y a la loi et puis l'esprit de la loi, on va dire. Donc il y a ça, mais voilà, mais surtout, comme je le disais, quand tu commences à te mettre en tête que tu vas peut-être sortir du parcours que tu as suivi sans te poser de questions depuis 20 ans, ouais, là, il y a un petit peu cette peur du vide. Enfin, tu te dis, qu'est-ce qu'il y a en dehors de ce chemin? Alors, bon, ça amène ces doutes propres à tout entrepreneur. Ça amène ta peur aussi, quelque part, je pense, de décevoir, parce que bon, il y a toujours le regard des autres. Alors, bon, on dit qu'il faut s'en affranchir, mais c'est facile à dire, pas toujours si simple que ça à faire. Quand quelque part, tu as pris l'habitude de toujours répondre aux attentes des uns des autres, là, tu te dis, finalement, je vais expliquer que je quitte une situation qui était très favorable, très confortable d'un point de vue financier en particulier, pour beaucoup d'incertitudes. Et voilà, c'est à ce titre-là, effectivement, que quelques mois plus tard, tu te dis, mais bon, est-ce que j'ai bien pesé tout ce qu'il y avait derrière, quoi. Oui, ce que tu évoques me parle parce que j'ai été pendant 12 ans salarié en entreprise privée. Et clairement, le jour où tu choisis de changer de chemin, de créer une activité, on se dit, je fais un choix et j'en suis responsable. Et en fait, on a en même temps l'impression d'avoir des centaines de perdus qui attendent de voir comment ça va évoluer.
Alors il y a aussi les petites voix un peu mitigées qui te disent bah voilà, je te l'avais dit, ou on ne se sent pas toujours soutenu, ou pas toujours compris. Et puis d'autres au contraire qui nous boostent et qui nous disent bah, si tu crois en ton projet, va jusqu'au bout. Tant que tu n'expérimentes pas, tant que tu n'essaies pas, tu ne pourras pas savoir si ça marche ou pas. Mm. Ouais, tout à fait. Bah, ouais, oui, 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 tu peux avoir les 2 réactions clairement et puis toute la palette entre les 2, je dirais. Alors moi, honnêtement, de ce point de vue-là, j'ai eu, l'énorme chance, d'avoir un accueil, très favorable et je savais pas forcément à quoi m'attendre, hein, quand j'ai annoncé parce que c'est pas je dirais, je suis parti du principe que cette décision-là, je la prenais en petit comité, donc en particulier avec les gens directement, concernés, donc mon épouse, en premier lieu. J'ai pas, consulté, si tu veux, largement, que ce soit mes parents, mes amis, mes sœurs et cetera. Donc je leur ai annoncé une fois que la décision était prise. Je leur ai pas dit: «Tiens, je réfléchis à», je leur ai dit: «Voilà, je vais prendre, un congé sabbatique, je vais arrêter pendant 11 mois». Et c'est vrai que je savais pas forcément comment ça allait être, perçu et donc bon, je j'avais pas d'appréhension, mais forcément quand c'est les gens qui comptent pour toi, tu es quand même, voilà, tu te demandes comment ils vont le prendre et tu te dis: «Ouais, est-ce que ça va être bien compris?» Et ça a été le cas. Je dirais globalement, alors je te dis, il y a eu plutôt de la surprise parce que c'était pas, j'en avais pas parlé plus tôt, c'était pas, voilà, c'est pas du tout, ça faisait pas partie de mes idées. C'est venu, ça s'est décidé en quelques mois, hein, globalement. Mais ça a été, voilà, après la surprise, quelque part, j'ai vraiment eu un retour plutôt positif. Enfin, en tout cas, les gens m'ont globalement fait confiance en me disant: «Bah, écoute, si tu le fais, c'est sûrement que tu en as besoin, que c'est ce qu'il faut faire. Voire, tu as bien raison, il faut savoir profiter aussi un petit peu». Donc voilà, ça m'a plutôt encouragé parce que j'ai eu ce soutien. Alors après, bon, voilà, ça, je dirais après, ça se joue, c'est en plusieurs étapes parce que ça a été le côté positif, de la première phase. Après, quand tu expliques que tu vas peut-être, prolonger l'aventure, ce qui a été mon cas, parce qu'on a dit donc j'ai pris une année sabbatique, mais on y viendra peut-être après. J'ai enchaîné entre-temps sur un congé création d'entreprise pour, poursuivre mon projet. Et donc là, quelque part, tu vois déjà, pareil, pas eu d'opposition et cetera, mais les gens commencent à comprendre autour de toi que c'est pas seulement un break, c'est vraiment tu penses vraiment sortir du chemin que tu avais suivi jusque-là. Et là, bah, j'ai toujours eu, un retour positif et des soutiens, mais quand même, tu sens une forme, d'inquiétude, qui ressort à travers des questions sur: «Mais alors ton projet, tu en es où? Est-ce que ça y est? Est-ce que tu gagnes de l'argent? Combien de temps tu te donnes?» Donc des questions que tu te poses toi aussi inévitablement, mais quand elles te viennent de l'extérieur, c'est pas du tout, je pense que c'est absolument pas pour te mettre une forme de pression, mais ça c'est quand même le résultat, hein, quelque part. Oui, c'est vrai que la question est-ce que tu gagnes ta vie, est-ce que tu arrives à en vivre, c'est souvent le critère pour savoir si oui ou non ça marche. Alors après, c'est pas le seul critère, hein, mais ça rejoint la notion de réussite Ouais, tout et on à pourra en fait. reparler parce que c'est un vaste sujet. Est-ce que tu peux nous parler de tes démarches pour mûrir Mmh. ton projet de congé sabbatique? Alors on entend tous parler du congé Ouais. sabbatique, mais on connaît mal comment ça fonctionne. Alors c'est pas évident hein, parce que c'est une réflexion qui se fait souvent dans l'ombre, on n'ose pas trop en parler à son entourage ou à son employeur. Comment toi tu as fait pour arriver à passer à l'action? OK, OK, ça marche. Alors, écoute, je confirme, je dirais, tout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que c'est vrai que, 1, le congé sabbatique, on en parle généralement peu. C'est pas un sujet tabou, pour autant, mais on bah, c'est assez d'abord, il y en a pas forcément beaucoup dans les entreprises. Moi, je connaissais pas forcément beaucoup de personnes qui avaient pris un congé sabbatique autour de moi. Je réfléchis et dans ma boîte, je pense que j'en connaissais même pas. Et puis, bah, c'est vrai que même quand tu as quelqu'un qui a pris un congé sabbatique, c'est pas forcément tu vas pas forcément le voir en disant: «Tiens, comment tu as fait?» Enfin, quelque part, ça demande presque de le connaître en tant qu'ami. Tu as l'impression que sinon, c'est une démarche personnelle. Enfin bon. Donc c'est vrai que j'ai dû me renseigner un petit peu par moi-même, et c'est d'ailleurs, c'est l'une des raisons qui m'a amené, c'est l'une des premières raisons qui m'a amené à créer mon blog. Parce que je me suis dit: «Bah, finalement, on n'ose pas, prendre ce congé, cette année sabbatique, parce qu'on n'a pas forcément tous les renseignements». Bon, alors néanmoins, les renseignements, quand tu cherches, le gros avantage d'internet aujourd'hui, c'est que ils sont très faciles à trouver et d'autant plus que finalement, en termes de conditions en tout cas, c'est relativement simple de bénéficier d'un congé sabbatique. Alors j'ai plus tout par cœur en tête, mais je pense que je vais les retrouver. En fait, il faut que tu aies,
Il faut que tu aies 6 ans d'activité professionnelle au total. Donc, par contre, tu ne peux pas faire un congé sabbatique tout en début de carrière. Alors, par contre, il y a des années de césure qui sont pas mal utilisées par les étudiants. Mais une fois, je dirais que tu as démarré ta vie active, bah, pour pouvoir faire une année sabbatique, il faut attendre 6 ans. Il te faut 36 mois, pas forcément de manière consécutive, mais chez l'employeur chez qui tu es quand tu veux prendre ton année sabbatique. Donc, bon, 3 ans de travail chez lui si tu y es resté sans discontinuer. Et puis, il ne faut pas avoir pris, mais bon, ça reboucle avec la première, il ne faut pas avoir pris de congé sabbatique dans les 6 dernières années, mais ce qui t'autorise potentiellement d'ailleurs à en prendre par contre plus tard. Je crois que c'est tout, j'en oublie peut-être une. Enfin, en tout cas, c'est relativement simple. Et au niveau de l'employeur, finalement, il a très très peu de moyens de s'y opposer, même si ça ne lui plaît pas parce que, bah, il peut essentiellement différer ton départ et sous réserve qu'il puisse justifier qu'il y a trop de personnes dans l'entreprise qui sont en congé sabbatique et ou création d'entreprise, je crois. Et ça, il faut pouvoir le justifier. Ça passe éventuellement devant les partenaires sociaux, etc. Donc concrètement, l'employeur, souvent, il ne s'y oppose pas. Alors, ça dépend un petit peu si c'est dans une petite boîte ou un grand groupe, les seuils ne sont pas les mêmes, donc c'est plus facile de s'y opposer dans une petite boîte que dans un grand groupe, parce qu'il peut davantage mettre en avant que ça va avoir un impact éventuellement sur l'activité de l'entreprise. Bon. Et après, il faut que par contre, oui, c'est peut-être la troisième condition que j'oubliais, il faut que tu l'annonces au moins 3 mois avant de partir, ton année sabbatique. Et alors, je dirais, et ça, le conseil vraiment que j'avais lu et que je peux donner pour le coup, c'est que plus tu vas t'y prendre tôt, parce que les gens peuvent avoir tendance à se dire: «Je vais garder ça secret pour pas trop que» parce que c'est vrai que d'un autre côté, un congé sabbatique, quand tu l'annonces, c'est comme quand tu vas changer de poste. Si tu l'annonces trop longtemps à l'avance, c'est compliqué à gérer derrière parce que quand les gens savent, surtout quand tu es manager, que tu vas partir, c'est quand même plus compliqué de construire de nouvelles choses, et cetera. Mais en tout cas, vis-à-vis de l'employeur, plus tôt tu le diras, plus, ce sera facile pour lui de gérer parce qu'il pourra anticiper, il pourra éventuellement commencer à te remplacer, et cetera. Donc, il sera d'autant moins hostile si tu lui présentes ton projet à l'avance. Donc, voilà, le bon compromis, c'est sûrement de prévenir son employeur, pas forcément encore ses équipes, parce que c'est vrai que prévenir ses équipes 6 mois avant, c'est bon, voilà, ça peut pas, pourquoi pas, hein, selon les cas, mais c'est un peu particulier à gérer. Voilà, donc, si tu veux, voilà, c'est à peu près du point de vue technique, on va dire, c'est tout ce qu'il y a à faire. Après, il faut envoyer un courrier, et cetera. Mais bon, tout ça est assez bien écrit. Après, c'est vrai que les informations que j'ai trouvées, je les ai trouvées, tu vois, essentiellement sur des sites gouvernementaux, enfin, des sites travail.gouv.fr, des choses comme ça. Et puis, quand même, j'avais trouvé, et c'est ça aussi, c'est peut-être le premier contact que j'ai eu avec les blogs, que je connaissais très mal à l'époque, c'est que, bah, à côté de ces sites-là, tu trouvais quand même un certain nombre de blogs qui avaient été créés, alors souvent pour raconter l'expérience pendant l'année sabbatique, et c'était intéressant. Mais à côté de ça, assez souvent, les gens partageaient un petit peu, bah, les réflexions qu'ils avaient eues, un peu les sujets qu'on a déjà abordés, comment on décide de prendre son année sabbatique, comment on prépare le retour. Donc ça dépend. Il y en a qui ont vraiment fait un blog de voyage, je dirais, et puis d'autres qui ont brodé un petit peu plus large autour pour expliquer les tenants aboutissants, etc. Et quelque part, je crois que l'idée de mon blog est venue un petit peu de ça, en me disant, ben, c'est dommage de ne pas trouver une information un peu compilée sur, bien sûr, les aspects légaux, techniques, etc., mais aussi les aspects un peu plus psychologiques. Et bah, ces infos qui m'ont manqué quand moi j'ai voulu me prendre ma décision, je me suis dit, bah, pourquoi pas les réunir. Et ça a été ça la première raison d'être, je dirais, de mon blog. Exactement. Et dans ce que tu évoques, il n'y a pas tellement de barrières matérielles, hormis le fait qu'il faut Hum, assurer le financement de cette année-là. En termes de procédure, ça reste finalement assez simple. Les freins sont surtout ceux que les gens se mettent eux-mêmes. On s'aperçoit qu'entreprendre, c'est pas juste créer une hum, activité, c'est aussi toute une démarche personnelle dans laquelle on fait face à ses propres limites, à ses propres freins, à ses peurs. On a aussi ses propres réussites. On s'aperçoit qu'on est hum. capable de plus que ce qu'on pensait. Et c'est aussi ce que tu montres à travers ton blog 11 mois pour changer de vie, qui partage ce que tu vis toi-même dans ton projet, et aussi ce que vivent les personnes qui veulent changer de vie, leurs questionnements, leurs doutes, et tu leur donnes des outils, des méthodes pour être accompagnés tout au long de leur projet. Mmh. Oui, parce que alors, effectivement, si tu veux, alors tu évoquais les freins qu'on se met soi-même et tu as tout à fait raison sur le congé sabbatique. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il y a pas, il peut y avoir bien sûr des
des raisons objectives qui font que les gens vont pas pouvoir prendre une année sabbatique. Mais en fait, ça fait partie des sujets. Alors, c'est loin d'être le seul, hein, mais quand tu regardes les quelques études qu'on peut trouver, parce qu'il y en a très peu sur le congé sabbatique, ça aussi, ça aide pas finalement à se renseigner. C'est qu'on va pas trouver de statistiques INSEE, par exemple. J'ai cherché, mais il y en a pas sur le congé sabbatique. Donc, très difficile de savoir combien de personnes ont pris un congé sabbatique sur une durée donnée. Donc, tu trouves essentiellement des enquêtes qui ont été faites par des voyagistes. Donc, c'est déjà un petit peu orienté parce que c'est plutôt pour le coup des congés sabbatiques pour voyager. Bon, néanmoins, quand tu regardes ces enquêtes-là, tu te rends compte que 80% des gens, à la louche, hein, les chiffres ne sont pas les mêmes d'une enquête à l'autre, 80% des gens disent: ah oui, moi, si je pouvais, je prendrais une année sabbatique. Bon. C'est sensiblement le même chiffre d'ailleurs quand tu regardes et que tu te dis: est-ce que vous aimeriez changer de vie? C'est à peu près 80% des gens aussi qui disent: oui, bien sûr, si je pouvais, je changerais de vie. Alors, entre vouloir et puis faire, il y a une énorme barrière, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ça, justement, quand tu t'adresses à ceux qui voudraient, mais qui n'ont pas fait ou qui ne prévoient pas de le faire très sérieusement dans les prochains mois, ils évoquent un certain nombre de barrières, dont la première est celle que tu as évoquée assez évidemment, c'est le côté financier. Parce que c'est certain que, bon, il faut le repréciser, une année sabbatique, c'est pas rémunéré. Alors, potentiellement, en cas de convention collective le prévoyant ou d'employeur ayant une politique particulièrement favorable. On va peut-être trouver quelques exceptions de personnes qui sont payées pour une fraction de leur salaire, en tout cas pendant leur année sabbatique, mais honnêtement, moi, je n'ai pas rencontré ce cas de figure-là. Donc, il faut partir du principe que, en termes de revenus, il va falloir se passer de son salaire pendant. Alors, 11 mois, c'est la durée maxi, hein, c'est entre 6 et 11 mois. Donc, une option d'ailleurs, quand on se dit je ne peux pas partir pendant 11 mois parce que je n'ai pas les ressources financières, c'est déjà d'envisager 6 mois, pourquoi pas. Ça limite quand même les frais. Et après, alors, du coup, j'ai écrit un certain nombre d'articles autour des freins, parce que, comme on le disait, il y a la partie technique, mais la partie psychologique, entre guillemets aussi. Et j'ai écrit en particulier un petit bouquin pour expliquer comment on peut préparer et gérer la partie financière, parce que c'est effectivement celle qui fait le plus peur. Mais enfin, moi, je pars du principe, pour avoir creusé un peu la question, que souvent, les gens arrivent à cette conclusion sans avoir vraiment étudié la question. Ils disent: ah non, mais moi, une année sabbatique, je ne peux pas parce que j'ai des enfants, j'ai un crédit, et tout ça est vrai, et bien sûr, c'est à prendre en compte. Mais il y a très peu de gens qui ont fait l'exercice de faire un budget, tout simplement en disant, déjà, est-ce qu'ils ont un budget pour leur vie d'aujourd'hui? Bon, certains oui, d'autres non. Et après, est-ce qu'ils ont fait l'exercice de se projeter sur une année sabbatique? Parce que les dépenses ne sont pas forcément les mêmes. Alors évidemment, si tu veux faire un tour du monde, tu vas rajouter des dépenses, pas forcément négligeables. Par contre, si tu veux prendre une année sabbatique parce que tu veux du temps pour réfléchir, parce que tu veux te former, parce que tu veux te lancer dans une activité individuelle, là, les dépenses, elles sont pratiquement nulles. Enfin, elles sont propres à ta formation ou à ce que nécessite ton activité. Mais moi, si je prends mon cas, j'ai pris ma formation blogging. Et derrière, si tu veux, les dépenses ne sont pas énormes. C'est le gros avantage aussi de cette activité-là. Et après, je suis chez moi. Bon, ce qui accessoirement fait que d'ailleurs, avec les confinements qu'on a connus, ça n'a pas énormément perturbé. Si j'avais prévu de faire un tour du monde, je pense que mon année aurait été chahutée. Là, de toute façon, j'avais prévu quelque part de rester chez moi. Donc, ça n'a pas changé grand-chose. Et en termes de dépenses, finalement, j'ai réduit mes dépenses par rapport à ce que j'avais précédemment. Alors, néanmoins, bien sûr, il faut de l'épargne de côté parce que, alors, sauf à être rentier ou à avoir en tout cas un certain niveau de revenus passifs, tu vas taper probablement dans tes économies. Mais voilà, quand on a les moyens qu'on a pu mettre un petit peu de côté sur les années précédentes, il faut, on le disait tout à l'heure, au moins 6 années, mais souvent, finalement, c'est quand même une décision qui vient un peu plus tard dans la vie active. Donc, avec un peu de chance, on a pu mettre davantage de côté. C'est pas forcément aussi inaccessible qu'un certain nombre de personnes le pensent. C'est vrai que l'investissement reste relatif quelque part si on regarde le coût des vacances, le coût des voitures et tout le reste. C'est vrai que l'aspect financier est souvent présenté comme un frein, mais sans qu'on y réfléchisse vraiment, alors qu'il y a souvent des solutions. Alors c'est pas vraiment le critère le plus objectif finalement. Et je voulais te demander également, tu es passé d'une fonction avec 350 salariés Hum. à web entrepreneur en travaillant seul chez toi. Ouais. Alors c'est un saut quantique. On parle aussi de la solitude de l'entrepreneur. Comment est-ce que toi tu vis cette transition? Alors, bonne question. Oui, oui, c'est un grand changement. Ça, clairement, c'est un grand changement. Peut-être
plus, enfin, la notion de passer de manager, dirigeant d'une petite, enfin, petite usine, d'une usine, 350 personnes, ouais, à solopreneur, on va dire, c'est vrai que c'est presque plus déstabilisant que le changement d'activité en lui-même. Alors après, je dirais moi personnellement, je l'ai bien vécu, je le vis toujours bien aujourd'hui, et je l'attribue à différentes choses. Je pense que quelque part dans mon envie de faire un break, il y avait aussi un petit peu cette envie de travailler, par moi-même, pour moi-même, peut-être, et pas de façon définitive, hein. Je ne dis pas que je retournerai jamais vers du management, parce qu'il y a plein de choses qui me plaisent dans le management, mais voilà, à ce moment-là de ma vie, j'avais peut-être envie de plus, de plus être dans les nombreuses contraintes qui sont associées. Alors les contraintes, je pense en particulier à celles qui sont, les plus désagréables pour moi et qui sont liées donc aux grosses structures. C'est tout ce qui est, le temps qu'on passe sur les emails professionnels, le temps qu'on passe dans des réunions, que même à mon niveau, je ne pouvais pas faire sauter et qui étaient imposées, et qui avaient tendance à se multiplier comme les petits pains. Donc, quand tu enlevais les emails et les réunions, il y avait une bonne moitié de la journée qui était partie, une grosse moitié, hein, entre la moitié et les trois quarts dans mon cas, je dirais. Donc ça, c'est quelque chose qui me pesait pas mal. Donc là, en étant tout seul et à mon compte, évidemment, cette partie-là, elle a complètement disparu. Et puis, il y a la partie beaucoup plus noble du management, qui est le contact humain et la gestion des hommes, qui est hyper passionnante, mais qui est hyper prenante. Et quand tu es effectivement à des postes de management, de direction de site, tu as pas que les bons côtés des choses. Je veux dire, il y a beaucoup de conflits. Et moi, sur les dernières années, j'ai eu pas mal de conflits à gérer sur le site sur lequel j'étais. Et ça a un côté qui, à la longue, est un peu usant aussi. Et donc, de ce point de vue-là, le fait voilà, de plus être en prise directe pendant un certain temps, en tout cas, avec ce genre de problématique, je dois dire que ça m'a redonné un peu d'oxygène aussi, hein, quelque part. Donc, voilà, ça faisait aussi partie des décisions, tu vois, quand je disais il y a un certain nombre de choses qui m'ont décidé à prendre une année sabbatique, ça faisait partie des facteurs. Et donc, de ce point de vue-là, je dirais que c'était quelque chose, le fait de me retrouver seul, entre guillemets, c'était quelque chose d'assumer et de voir, de rechercher. Malgré tout, je confirme que c'est pas, il y a plein de choses qu'on n'anticipe pas forcément bien quand on se retrouve seul et puis sans contrainte extérieure quelque part. Alors, la liberté dont je parlais tout à l'heure, l'autonomie, c'est sympa, mais quand on se les prend de face comme ça et qu'on n'est pas habitué, ça déstabilise un petit peu au départ. Et finalement, j'ai remis en place des structures que je connaissais, qui peut-être me rassuraient un petit peu. Alors, notamment assez vite, j'ai redéfini un agenda pour ma semaine, y compris les week-ends d'ailleurs. Bon, là, j'ai peut-être poussé un peu loin, pas forcément pour du boulot, hein, uniquement, mais je me suis dit, j'ai besoin, voilà, si je veux être sûr d'accomplir des choses, d'avancer vers mes objectifs, et encore une fois, pas uniquement professionnel, hein, parce que je fais plein de choses en dehors. C'est le gros avantage aussi, c'est que je travaille sur mon projet, mais à côté de ça, je voulais absolument retrouver un équilibre de vie, travailler davantage les aspects, tout ce qui est activité physique, tout ce qui est mental, entre guillemets, au sens apprentissage, nouvelles langues et compagnie. Tout ce qui est spirituel, que je ne connaissais pas du tout, je voulais essayer la méditation. Enfin bref, donc je me suis ménagé du temps pour pouvoir faire ce que je n'arrivais pas à faire précédemment. Mais je me suis dit, si je veux faire ça, plus mon activité pro, si je ne mets pas en place un agenda, je vais passer à côté de pas mal de choses. Donc, j'ai remis en place des structures. Et puis après, j'ai une formation qui est déjà assez guidée. Et puis après, j'ai pris un accompagnement donc avec un coach qui suit en collectif ou en individuel. Et ça aussi, je pense que c'est assez intéressant et appréciable pour voilà, avoir des comptes à rendre malgré tout d'une certaine façon et s'assurer qu'on ne perd pas trop de temps en chemin. Donc ça fait partie des garde-fous que j'ai mis en place. Et après, alors j'ai une chance énorme de ce point de vue-là, c'est que j'ai mon épouse qui, au même moment, et ça faisait partie de notre décision, alors elle n'a pas pris une année sabbatique, mais elle a démissionné. Et elle s'est lancée dans un projet similaire au mien. Alors, on a chacun notre projet, on travaille chacun sur notre projet, mais du coup, on est tous les deux à la maison, donc je ne suis pas complètement seul, même si généralement toute la journée, on est chacun dans notre pièce. On déjeune malgré tout ensemble. Et puis, l'immense avantage, c'est que comme on est sur le même type d'activité, on se comprend. On a suivi la même formation, on a les mêmes difficultés. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça permet d'avoir quelqu'un qui peut soit t'aider, soit simplement te supporter
quand tu rencontres un certain nombre de difficultés. Donc voilà, je ne suis pas complètement seul dans cette aventure-là. C'est important de pouvoir échanger avec une personne qui comprend nos problématiques et ce qu'on vit. Dans ce que tu expliques, tu t'es réapproprié ton rapport au temps en fait, par rapport à ton précédent métier. Et aussi dans ta façon de travailler, tu parles d'agenda, tu as cette notion d'efficacité, parce qu'il y a comme un challenge aussi avec le délai des 11 mois. Et d'ailleurs, tu l'as commencé quand ton congé sabbatique? J'ai commencé mon congé sabbatique fin 2019, en octobre 2019. D'accord, donc là, on arrive à 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi là, oui. Et donc, pour réaliser ton projet, tu as cette réappropriation du temps, une façon de travailler différente aussi. C'est vrai, on oublie souvent que quand on entreprend, notre plus grande ressource, en réalité, c'est le temps. Prendre le temps, comme tu dis, pour te former, pour méditer, pour faire du sport, tu as mis en place beaucoup de choses dans ta vie. Et c'est impressionnant, toute la machine, tout le système que tu as mis en place, en si peu de temps finalement, pour te Ouais, retrouver toi et pour avancer. Et c'est vrai que le temps, c'est une ressource, ce n'est pas une dépense. ouais. Alors voilà, cela peut paraître contre-intuitif, mais ton expérience montre que prendre le temps de faire ce qui nous parle et ce qui nous fait avancer, eh bien c'est aussi se donner la possibilité de réaliser ses rêves en fait et de réaliser ses aspirations. Mmh. Alors, pour moi, c'est clé parce que ça a été, c'est vrai que je ne l'ai pas plus, souligné que ça jusqu'à maintenant, mais quand j'ai décidé donc que j'allais utiliser cette année pour chercher une alternative, clairement, il y avait les notions, liberté, autonomie. Je me suis dit: «Voilà, si je veux faire autre chose, tant qu'à faire, on va mettre ça dans le panier». Mais clairement, il y avait la notion du temps à travers tout ce qui est, si tu veux, ce qu'on appelle qualité de vie au travail quelque part, ou équilibre en tout cas, parce qu'il y a plein de choses dans la qualité de vie au travail, enfin, si on la fait bien. Mais l'équilibre de vie, pro et perso, c'est quelque chose que, moi, j'avais beaucoup de mal à gérer dans ma vie précédente. C'est-à-dire que si tu veux, et donc c'est quelque chose que j'ai mis comme, donnée fondamentale dans mon projet actuel. J'explique, si tu veux, le constat que j'ai fait, c'est que finalement, alors paradoxalement, parce que j'étais dans une grosse boîte, j'avais pas mal de congés. Alors j'avais plus de RTT depuis que j'étais passé 4 dirigeants. Ça, c'est le petit cadeau quand on te dit: «Bienvenue, vous êtes 4 dirigeants». On dit: «Tiens, au passage, vous perdez vos jours de RTT», qui étaient, enfin, il y avait quand même 14 jours, donc c'était pas complètement négligeable. Bon, mais tu as, voilà, moi j'avais 30 jours, ouais, 31 moins Pentecôte, 30 jours de congés payés. Donc c'est pas, je pouvais pas me plaindre là-dessus. Mais en fait, concrètement, je me suis rendu compte que ben, la semaine, je passais quand même pas mal de temps au boulot. Je rentrais assez tard le soir, donc les soirées étaient vraiment réduites à leur plus simple expression. Le week-end, je récupérais et ou je m'occupais de toutes les tâches à la maison que j'avais pas eu le temps d'assumer la semaine. Donc concrètement, le week-end n'était pas hyper reposant. Donc il restait les vacances. Alors après les vacances, il y a 2 choses que j'ai constatées, c'est que, bah, les vacances, pour vraiment décrocher psychologiquement, pour moi, il y avait que les vacances d'été qui fonctionnaient. Alors, bah, c'est pas le fait que ce soit l'été, c'est le fait que c'était au moins 2, voire quand je pouvais 3 semaines. Et là, je ne sais pas forcément bien l'expliquer, mais lorsque je savais que je partais pour 3 semaines, alors là, pour le coup, dès le premier jour, j'en bénéficiais à fond, je décrochais complètement. Le fait de savoir que j'allais pas revenir au boulot une semaine ou 15 jours après, alors qu'effectivement, lorsque je prenais une semaine de vacances, bah, ça faisait du bien, mais ça continuait à trotter dans la tête et ça ne me faisait pas du tout le même effet et la même coupure. Donc déjà, voilà, il y avait ce côté où c'était des vacances, mais où je continuais la plupart du temps à avoir les sujets qui tournaient. Et puis, eh ben, alors après, c'est lié à ma situation personnelle, mais j'ai 2 grands garçons qui vivent avec leur mère. Donc je les vois, les week-ends et je les vois surtout pendant les vacances. Donc les vacances, je les passais avec eux et tant mieux parce que c'est le temps qu'on avait ensemble. Mais du coup, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'était pas du temps pour moi les vacances, c'est du temps que je passais. J'étais très content de le passer avec eux, mais concrètement, je veux dire, durant mes vacances, j'arrivais pas à réfléchir sereinement à tiens, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à faire ça, etc. Donc, du coup, ce facteur temps, dans mon projet, je me suis dit, bah, il faut absolument que je l'intègre. Et l'objectif, c'est que je ne sais pas si je gagnerai avec mon projet plus que ce que je gagnais avant, si j'arriverai à gagner autant. Mais c'est pas très important. Moi, je suis parti du principe que je gagnerais probablement moins et tant mieux, j'aurais peut-être une bonne surprise si c'est pas le cas et si je gagne davantage. Mais mon objectif, c'était de gagner, si tu veux, pour faire simple et de parler technique, en salaire horaire. Je me suis dit: «Je veux absolument, c'est réduire le temps que je passe sur mon travail,
pour gagner peut-être moins au global, mais en fait profiter davantage de la vie. Et donc ça, c'était clairement une donnée d'entrée. Et si tu veux, j'ai essayé de la garder en tête et c'est pas simple pendant cette période de lancement et de formation. Parce que comme tu le disais, tu parlais tout à l'heure du challenge de le faire en 11 mois. Et clairement, mon objectif, et c'est comme ça que je l'ai présenté sur mon blog au départ, c'était de me dire, en 11 mois, je voudrais avoir déjà lancé mon activité, vivre de cette activité, en tout cas avoir mes premiers revenus. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas le cas. Au bout de 11 mois, j'ai pas réussi j'ai lancé mon blog, j'ai fait un certain nombre de choses. Pour l'instant, je ne vends rien sur mon blog, donc je ne gagne pas d'argent avec. Donc, de ce point de vue-là, 11 mois, ça n'a pas suffi pour moi. Après, je suis persuadé qu'il y a d'abord d'autres personnes dans la formation que j'ai prise qui ont eu ce succès en moins de 11 mois. Donc, je pense que ça dépend des sujets que tu décides de travailler. Ça dépend aussi de l'énergie que tu y mets. Et ça, c'est la grande question que j'ai eu à me poser. En fait, à un moment, je me suis rendu compte que j'étais parti à me fixer un rythme de travail qui n'était pas très différent de celui que j'avais au boulot précédemment. Je bossais, alors de façon très différente, mais je bossais 7 jours sur 7, pratiquement, de façon allégée tous les jours, mais 7 jours sur 7. Et à un moment, je me suis dit, je suis en train de me cramer en termes d'envie. Je sentais, ça faisait à peine 6 mois que je m'étais lancé dans le blogging, ça commençait à beaucoup moins me plaire d'écrire. C'était devenu une contrainte et je me suis dit, là, tu es en train de passer à côté de quelque chose parce que, bon, je ne sais pas si le projet aboutira ou pas, mais l'idée, c'est de me faire au moins plaisir pendant cette période, c'est d'avoir cet équilibre de vie que j'avais plus dans mon boulot. Donc, si c'est pour lâcher un truc, mais se lancer dans une autre aventure où tu fonces peut-être la première parce que tu veux réussir, tu veux le faire en 11 mois, voilà, je me suis dit, un, tu ne vas pas profiter du tout de tes 11 mois. Et deux, je suis persuadé d'une chose, c'est que si j'arrive à mener à bien mon projet, mais à condition d'y bosser à fond, et ben plus tard, ce sera pareil. Je ne vois pas pourquoi un jour, j'arriverai à me dire, c'est super, maintenant ça marche, je vais me mettre en mode repos, ça ne fonctionnera pas. Donc je me suis dit, garde toujours cette idée en tête, l'objectif c'est d'avoir une meilleure qualité de vie, d'avoir plus de temps pour faire des choses à côté. Donc à la limite, je préfère planter mon projet et retourner vers un boulot traditionnel, mais en me disant, je l'ai vraiment mené comme je voulais le faire, avec cette idée directrice que je devais garder du temps pour moi et pour ma famille, plutôt que de me dire, c'est super, j'ai réussi à faire quelque chose, je gagne un peu d'argent, bon, je continue à avoir une vie avec la tête dans le guidon, mais j'ai fait mon truc. Enfin, ce n'était pas ma conception des choses. Donc, c'est par rapport à ce que tu disais, c'est de l'entrepreneuriat, mais avec voilà, cette idée en tête que je ne voulais pas devenir un entrepreneur qui vivait pour son entreprise, quoi, quelque part. C'est une clé qui est extrêmement importante ce que tu nous dis et je te remercie de nous la partager. Il y a tellement d'entrepreneurs qui veulent créer leur activité parce qu'ils ont une passion, une compétence, ou alors ils aspirent à retrouver un équilibre de vie, et ils se lancent tête baissée, ils travaillent énormément Hum, et ils deviennent esclaves finalement de leur propre activité. Parfois ils créent eux-mêmes ce qu'ils ont cherché à fuir. hum, Et comme tu le tout à fait. soulignes, notre activité est à l'image de la façon dont on la construit. Si l'objectif est de créer un nouvel équilibre, dans ce cas, il faut construire dès maintenant une organisation, il faut mettre en place une efficacité qui nous permette de vivre tout de suite ce qu'on veut vivre à terme. Ouais, c'est ça et je vais te dire, c'est exactement ce que j'ai en tête et ça m'est venu aussi un petit peu par analogie avec, la retraite. Je m'explique, si tu veux, avant de me lancer dans cette année sabbatique et ce projet, j'allais dire ma seule «grande ambition» entre guillemets qui est hyper classique, c'est de se dire, si je peux, je prendrai ma retraite plus tôt. Alors moi, je fais pas partie, donc je précise et ça se comprend implicitement, je fais pas partie des personnes qui, se sont dit à un moment donné: «J'arrêterai jamais de bosser, je bosserai jusqu'à 70-80 si je suis capable». Moi, j'avais cette notion de quelque part, mes grands projets, comme je le disais tout à l'heure, j'arrive pas à les réaliser, en ce moment, dans ma vie active, pas pendant la semaine, pas pendant les week-ends, parfois pendant les vacances, mais de façon limitée. Donc, je repousse à la retraite de façon très aléatoire, parce qu'on sait tous que, voilà, un, on ne sait pas quand ça va arriver, deux, on ne sait pas dans quel état on sera quand on arrivera à la retraite. Donc, malheureusement, c'est un pari. Donc, voilà, ma seule ambition, c'était de me dire, si j'arrive à mettre suffisamment de côté, je partirai à 55 peut-être, c'est déjà pas mal, voire un peu plus tôt. Bon, voilà. Et en fait, c'est exactement le constat que j'ai fait. C'est que je me suis dit, mais si tu dois bosser pendant des années, la tête dans le guidon pour épargner, 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 dans l'espoir de pouvoir en profiter un jour, arriver à la retraite, finalement, qu'est-ce qui te fait penser que ce jour-là, comme par magie, tu vas retrouver un rapport au temps différent et que du jour au lendemain, tu vas te dire: «Allez, maintenant, je profite». Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse le justifier et on voit beaucoup de personnes autour de nous qui arrivent à la retraite
reprennent une activité, même si ce n'était pas leur projet numéro un. Alors, soit une activité pro, soit une activité associative. Enfin, je veux dire, après, il y a des super projets. C'est absolument pas une critique parce que si ces personnes-là ont besoin de ça, c'est super. Mais enfin, en tout cas, ça m'a fait prendre conscience que ma vision des choses, elle n'était pas bonne parce qu'il n'y avait aucune raison que j'arrive à la retraite et que je fonctionne différemment de ce que j'avais fait pendant 40 ans, quoi. Donc, voilà, c'est déjà cette prise de conscience-là par rapport à un petit peu à, j'allais dire, au fantasme de la retraite, que je me suis dit, mais bon, du coup, dans ton boulot, c'est pareil, quoi. Si tu mets en place, même pendant 2 ans, 3 ans, si tu mets en place une structure, mais sans t'économiser, en prenant pas soin de toi, de ton temps, bah, derrière, tu vas perpétuer ce fonctionnement-là, il y a pas de doute. Tout à fait. Et du coup, lorsque tu évoques ces prises de conscience que tu vis, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un Alexandre d'avant et un Alexandre d'après cette transition? Oui, 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 clairement. Alors, après, c'est pas toujours le mieux placé, pour, dire. Si, enfin, alors déjà, je me sens beaucoup et je dirais, pour autant, ça pourrait sembler paradoxal pour ceux qui me connaissent, que j'ai toujours été dans le, si tu veux, extérieurement parlant, en tout cas. Bon, généralement, en tout cas dans un environnement pas spécialement du type à m'emporter facilement, j'avais tendance plutôt à gérer, c'est dans le meilleur des cas, tu reportes. Je veux dire, tu arrives à rester calme dans un environnement stressant ou agaçant, mais généralement, bah, c'est quelque part à la maison, j'avais besoin de lâcher un petit peu tout ça, et donc j'étais pas aussi zen que ce que j'aurais voulu l'être quelque part. Là, aujourd'hui, je vis, globalement beaucoup mieux tout ça. Il y a pour autant, ça veut bien sûr pas dire qu'il y a pas de pression parce que tu le disais tout à l'heure et c'est intéressant, je fais un aparté, mais heu, bon, indépendamment de la notion de temps qu'on passe à son boulot, je pense que quand on est entrepreneur, effectivement, on se met en place des objectifs encore beaucoup plus durs, même, je dirais, que ceux qu'un patron. Parce que moi, je n'aurais sûrement pas accepté que quelque part, enfin, les objectifs, en tout cas, j'aurais peut-être davantage discuté les objectifs négociés si c'était quelqu'un d'autre qui me les avait imposés. Quand c'est ta propre activité que tu te lances, c'est vrai qu'indépendamment de l'aspect du temps, tu te dis, bah si, il faut absolument que je fasse ça, il faut que j'arrive à, et voilà, tu perds un peu quelque part du recul parce que le mythe, c'est un peu de se dire, bah, j'ai choisi ça, donc bah, je dois tout y sacrifier entre guillemets. Bon, donc voilà, il y a cette composante-là derrière ce que tu disais tout à l'heure, là, ça m'amusait parce que ça me faisait repenser à ça. Mais ouais, non, globalement, déjà, je suis beaucoup plus serein. Alors, bon, la méditation y contribue. Après, c'est pas le jour et la nuit. C'est une activité que j'ai découvert qui me plaît beaucoup, moi, la méditation. Je le fais de façon très assidue. Je pense que c'est très rare que je rate une journée. Après, c'est pas, je dirais pas que c'est la méditation qui m'a transformé, ce serait excessif. Mais bah, le simple fait de prendre un peu de temps pour soi tous les jours, d'être attentif à ce qu'on ressent, que ce soit au niveau des émotions, des sensations, c'est une manière finalement de se redécouvrir quelque part. Bon, et alors après, ce qui me manque un peu, c'est que je ressens du bénéfice pendant la séance elle-même. J'ai un peu du mal en dehors de la séance à me dire, tiens, finalement, ce que j'ai vu ce matin en séance, là, je suis capable de le mettre en application d'une certaine façon. Malgré tout, une fois que tu es lancé dans ta journée, après, c'est compliqué de bien y repenser. Mais globalement, le fait d'avoir, voilà, mieux équilibré mon temps, d'avoir des journées plus harmonieuses, je me sens de ce point de vue-là beaucoup plus détendu. Et puis, enfin, l'autre gros changement, je pense, c'est que euh, je pourrais reprendre une activité salariée. Je suis pas par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu as eu raison de le souligner, hein, je pense qu'il faut pas tout balancer dans le salariat. Et bon, moi, dans mon cas, il y a un certain nombre de contraintes qui me pesaient, je les ai évoquées tout à l'heure. Après, je veux dire, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes, hyper favorables aussi dans le salariat. Et puis, je pense sincèrement que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat non plus. Par contre, je pense que c'est bien de s'y essayer. Je ne sais pas si tout le monde devrait s'y essayer, mais en tout cas, c'est une expérience intéressante. Après, il faut être capable de tirer aussi des conclusions. Et je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas faites pour ça. Et heureusement qu'il y a des personnes qui travaillent en salariat. Les deux sont indispensables. Donc, je pense que je serais capable d'y retourner. Je me sens pas, j'ai pas de divorce avec le salariat. Par contre, je pense que je ne pourrais pas y retourner euh, comme je le faisais avant. C'est-à-dire que j'étais vraiment, ce que j'ai touché du doigt tout à l'heure, j'ai vraiment pris conscience que j'étais sur un chemin tout droit, enfin, avec quelques étapes, quelques virages quand même, mais et que depuis très longtemps, je me posais plus vraiment de questions me concernant moi-même, concernant ce que j'allais faire.
j'avais pas vraiment d'objectif personnel. J'avais beaucoup d'objectifs professionnels, mais personnels, et même concernant mon activité pro, hein. Je veux dire, tu vois, je m'étais défini un objectif un peu parce qu'il fallait s'en définir un. Donc il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années, je m'étais dit: «Tiens, je voudrais être patron de site avant 40 ans». C'était l'objectif que je m'étais défini. Bon, j'ai atteint mon poste à 40 ans, donc OK, super. Après, j'ai même pas pris le temps de me redéfinir un objectif pro et encore moins des objectifs perso. J'avais pas de projet de vie à proprement parler. Donc finalement, et ça, je m'en rendais compte de façon un peu confuse, mais je laissais passer le temps, ça passe très très vite, hein, je laissais passer les années et je me disais finalement, qu'est-ce que tu as fait de temps en temps? Je disais, qu'est-ce que tu as fait? Enfin, qu'est-ce qui a changé en un an? Pas grand-chose, tu es toujours au même endroit, tu fais toujours à peu près la même chose. Donc, j'avais pas un sentiment de progression véritablement. Cette année, et ces 18 mois maintenant même que j'ai passé, font qu'aujourd'hui, je comprends que j'ai besoin d'avoir vraiment une feuille de route que j'ai définie moi-même. Alors là, je me suis défini des objectifs à 3 ans, 5 ans, 10 ans. Je ne sais pas si je les atteindrai ou pas, mais au moins j'ai cette vision-là. Et franchement, c'est quelque chose que j'aurais beaucoup de mal à abandonner. Donc, je pourrais reprendre une activité salariée sûrement, mais je ne pourrais pas la reprendre en continuant à avancer sans me poser de questions, en me disant bah, fais confiance au système, tu arriveras un jour à la retraite, tout va bien se passer. Je pense que voilà, voilà, ce sera peut-être plutôt, tu vois, je le verrai peut-être plutôt comme des missions, ce qui n'a jamais été ma façon de voir les choses. Jusque-là, j'ai fait toute ma carrière dans une même boîte et je me suis jamais trop posé de questions. Je ne dis pas que je vais papillonner, c'est pas forcément ça. Par contre, je pense que je le verrai en me disant voilà, qu'est-ce que cette mission-là d'un certain nombre d'années va m'apporter et après, qu'est-ce que je fais de différent. Voilà. Et donc, je pense que mon rapport au travail salarié serait complètement différent. Ce que tu me dis fait penser à une phrase qu'on emploie souvent en management. C'est d'être ferme sur les objectifs et souple sur les moyens d'y arriver. Et dans ce que tu dis, c'est un peu ça quand tu parles d'objectifs à 3, 5 ou 10 Ouais. ans. Mm. C'est de savoir clairement ce à quoi on aspire tout en faisant confiance à notre propre évolution. Alors, on ne connaît pas forcément le chemin, qui on va rencontrer, ni ce qui va se passer, mais d'une manière ou d'une autre, quel que soit le GPS, j'arriverai là où je veux aller. Mhm. Oui, oui, oui. Alors, c'est une vision qui est importante et qui est ça fait écho pour moi, c'est marrant parce que ce que tu dis, ça fait écho à des questions que je me pose en ce moment. Alors, sur la notion de chemin, si tu veux, souple, hem, en fait, tu as pas mal de personnes qui disent effectivement, l'objectif, enfin le pas l'objectif, mais le principal, c'est d'avoir une vision, d'avoir un objectif et après, à la limite, la façon de l'atteindre, faudrait presque pas se poser la question. C'est pas ce que tu dis, hein, mais il y a des personnes qui vont jusqu'à dire, voilà, une fois que tu as cette vision en tête, que tu te la répètes régulièrement, et cetera, en gros, ça finira par arriver. Enfin, je pousse un peu, mais c'est pas loin d'être ça. Et alors ça, moi, je pense que c'est mon côté rationnel, analytique, scientifique, indécrottable, qui fait que j'ai beaucoup de mal à pas imaginer le chemin, tu vois, par rapport à ce que tu disais. Mais je pense sincèrement que je devrais davantage avoir cette approche de chemin souple que tu évoques. Moi, c'est vrai que j'ai encore besoin aujourd'hui, tu vois, je parlais de mon agenda tout à l'heure, j'ai encore besoin de me dire, OK, j'ai un objectif à 10 ans, j'ai un objectif à 5 ans, à 3 ans, donc déjà, il y a une forme de parcours logique. Et bon, pour celui, disons, à 3 ans ou même à 1 an, voilà, qu'est-ce que je vais faire pour y arriver? Bon, alors, hop, et là, c'est un peu de la rétro-planification, tu vois, et ça me rassure, je pense, quelque part, parce que je me dis, ben, je sais ce qu'il faut faire pour arriver à cet objectif, mais effectivement, c'est cadenassé. Et or, parfois, et c'est ça, c'est le côté que je reconnais et dont je ne profite pas encore assez, parfois, en étant trop verrouillé sur un chemin, tu passes à côté d'opportunités. Parce que, bon, tu as beau avoir ta vision en tête, si tu es trop rigide sur la façon dont tu veux l'atteindre, bah, peut-être que ce que tu avais prévu va pas fonctionner et peut-être qu'il y avait un chemin de traverse hyper intéressant que tu aurais pu emprunter, mais si tu restes rivé sur ton chemin à toi, tu passes à côté de quelque chose. Et donc c'est, enfin, ça me faisait sourire quand tu disais ça, parce que c'est vraiment des questions que je suis en train de me poser en ce moment. Je pense que j'aurais beaucoup de mal à aller jusqu'à me dire simplement, je définis un objectif à 10 ans et puis j'allais dire je laisse rouler. C'est encore une fois, c'est un peu caricatural, hein, mais j'aurais du mal à faire ça. Par contre, je pense que je gagnerais beaucoup à me mettre moins de détails dans la façon dont je veux atteindre malgré tout cet objectif. Il y a un point pour moi qui est important, c'est la combinaison de l'intuition et de l'action.
C'est-à-dire que quand tu évoquais les paroles de certaines personnes, il y a parfois une certaine passivité. Mm. Et je suis convaincue que c'est important de savoir s'écouter, d'écouter son intuition qui nous dit vers où aller, parce que c'est la parole du cœur et personne ne va nous le dicter. Et je me dis que je ne connais pas Mm. exactement le chemin, mais je vais poser une action au Mm. jour le jour pour réaliser ce que je veux. Parce que l'expérience, elle a besoin de se concrétiser, de se réaliser. Et cela passe obligatoirement par l'action. Après, chacun a sa façon de réaliser les choses, de s'organiser, de gérer son temps, ses ressources. L'essentiel, c'est que chacun se sent bien avec cela. Et la vie, elle se charge de nous envoyer les opportunités, les expériences, pour prendre un chemin plutôt qu'un autre. Voilà, c'est à nous de nous faire confiance sur notre façon d'y arriver. Ouais, non, mais c'est tout à fait ça. Je pense que c'est ça, c'est l'idée, si tu veux, ce que je ne voulais pas, c'est exactement ce que tu décrivais. Je voulais pas me mettre quelque part, enfin, en tout cas, risquer de me mettre un peu dans la passivité en me disant: «Bon, en gros, je travaille mon mindset, j'ai ma vision, je visualise et cetera et puis ça va bien finir par m'arriver donc maintenant, je peux me poser». Bon, je pense que le risque, me connaissant que je fasse ça était limité, mais voilà, c'est un fonctionnement qui ne me convenait pas. Je suis persuadé effectivement que, il faut être dans l'action. Si on veut arriver à quelque chose, il faut se mettre dans l'action. Après, c'est vrai que enfin, derrière ce qu'on est en train de dire et ce que je constate un peu pour poser cette question-là depuis quelques mois, et c'est pour ça que ton image me va, je le répète, mais bien, c'est cette notion de chemin souple. C'est de se dire effectivement, se mettre dans l'action, oui, mais être, capable de changer son fusil d'épaule, pas forcément s'accrocher: «J'avais prévu de le faire comme ça». S'il y a quelque chose qui apparaît, même si tu y avais pas pensé, même si c'est pas forcément, au point de départ, ce qui te semblait le plus logique, c'est être capable de bifurquer, garder ta vision en tête, mais voilà, tout en restant dans l'action, saisir les opportunités et ça, je pense que c'est quelque chose que je suis en train tout doucement d'apprendre à développer. Il y a encore un peu de boulot, mais et ça aussi, tu vois, tu me parlais de ce qui a changé avant, après. Je pense que c'est quelque chose que j'aurais pas réalisé de cette façon-là si j'avais continué à fonctionner comme je le faisais avant, de façon pour le coup très cadrée, avec déjà à titre personnel, parce que j'ai tendance à fonctionner comme ça, mais en plus avec une structure de gros groupe qui te définit pratiquement ta journée type, et cetera. Donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas cette place, pas particulièrement, tu vois, la place pour la créativité, des opportunités. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'essaye d'intégrer de mieux en mieux dans ma vie. Quels conseils tu donnerais justement à ceux qui veulent entreprendre leur projet pour les aider dans leur démarche? Ouais, oui, oui, après, bah, il y a pas mal de conseils. Alors bon, comme je suis pas encore arrivé au bout du chemin, les conseils ne sont pas forcément tous, éprouvés et tamponnés, mais je suis persuadé, le 1er, c'est ce qu'on vient d'évoquer, donc je ne vais pas y passer trop de temps, mais il faut avoir cet objectif, ces objectifs clairement chevillés et pour moi, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est que tout le monde va se fixer, je pense, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, des objectifs pro pour sa boîte, sa structure, on va s'en fixer. Fixez-vous des objectifs personnels aussi. Pour moi, c'est important plus que la partie professionnelle. Pour moi, vraiment, enfin, voilà, l'aventure professionnelle, j'y crois beaucoup et elle m'intéresse, mais elle doit rester au service d'autre chose. Donc, l'idée, c'est d'avoir pour moi, hein, un objectif de vie et de se dire: «Qu'est-ce que je ferai? Où je serai? Avec qui je serai dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que je ferai de mon temps?» et cetera. Donc ça, je pense que c'est important, parce que ça va aider à soutenir et c'est le 2e conseil. Alors il n'y a rien d'original, mais je pense qu'on ne le dira jamais assez, il faut, s'armer de persévérance. Parce que, bon, je pense que quelle que soit la façon dont on mène son projet, il y a des hauts, des bas. Enfin, il y a peut-être des gens qui y arrivent du premier coup, et sans douter, mais ils sont rares. Donc plus on aura un objectif clair et pour moi, plus ce sera un vrai projet de vie, encore une fois, et pas seulement: «Je veux avoir du succès dans mon affaire», plus ce sera facile de se motiver même les jours, où il y aura des événements contraires ou bien on aura un peu moins la niaque parce que ça arrive inévitablement. Donc, bon voilà, il vaut mieux quand on se lance, je pense qu'il vaut mieux être persuadé qu'on a un peu de persévérance, même si encore une fois, je crois que aussi persévérant qu'on soit, il faut avoir conscience qu'il y a des jours où on aura moins envie. Et même, je dirais, alors c'est peut-être un 3e conseil, je crois que c'est peut-être le conseil pour ceux qui sont trop persévérants, c'est qu'il faut aussi parfois savoir décrocher de son projet. Hein, je l'évoquais tout à l'heure, au bout de 6 mois, je pense sincèrement que j'aurais pu arrêter.
Pourtant, j'étais plein de persévérance, etc. Mais j'avais tellement tiré sur la corde, et ça peut paraître bête à dire, hein, j'étais en année sabbatique. Alors, je me suis dit, à un moment, je me suis dit, je ne vais pas faire un burn-out pendant une année sabbatique, ce serait quand même un peu dommage. Bon, j'étais pas du tout au niveau burn-out, mais je tirais trop sur la corde au sens où chaque jour, je pensais, je travaillais sur mon projet, je décrochais plus. Et je me suis rendu compte que je perdais complètement la motivation pour le faire. Et je me suis imposé de faire un break de quelques jours. J'ai pas eu besoin forcément de très, très longtemps, mais je pense que ça, voilà, quand on sent ce côté lassitude et cetera, je pense qu'il faut pas hésiter à couper pendant quelques jours, à faire complètement autre chose, à s'oxygéner l'esprit. Et en tout cas, dans mon cas, j'y suis revenu avec beaucoup plus d'entrain. Et derrière, je suis reparti et je me suis dit, alors ça ne veut pas dire que de temps en temps, j'ai pas encore une fois des doutes et des problèmes de motivation, mais j'ai pas connu, parce qu'après j'ai mis en place, je me suis imposé de me faire vraiment des coupures le week-end. Ça m'a aidé. Mais voilà, je pense qu'il faut, à un moment, il faut respirer. Si on est trop la tête dans le guidon, il ne faut pas hésiter. Pourtant, bah, je sais, c'est pas simple parce que quand, au bout des 6 mois, j'avais des résultats qui étaient loin d'être brillants. Donc, bah, j'avais tendance à vouloir bosser de plus en plus en me disant, il faut absolument rattraper le coup. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire quand c'est nécessaire. Après, ben, pareil, un conseil, revenir sur un conseil que tu as évoqué, mais je pense que c'est important, surtout quand on est tout seul dans son activité, de s'entourer. Alors de bien s'entourer, hein, parce qu'on dit toujours, bon voilà, on est la moyenne, je crois, des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc en tout cas, il vaut mieux en parler à des personnes dont on pense qu'elles vont nous aider et pas nous tirer vers le bas, clairement. Mais je pense que du coup, pour éviter ça, il y a des gens qui restent isolés en se disant, je ne peux pas en parler à ma famille, ils ne connaissent pas l'entrepreneuriat. Donc je vais rester tout seul dans mon coin avec mes doutes, mes questions, mes soucis. Et clairement, le fait de pouvoir échanger avec une ou plusieurs personnes, c'est appréciable. Moi, je disais, j'ai la chance de pouvoir le faire avec mon épouse, mais ça n'a pas empêché qu'à côté de ça, parce que c'était une recommandation dans le cadre de la formation blogging, j'ai pris aussi des contacts avec d'autres personnes et que, bah, à différentes fréquences, ça peut être une fois par mois, par différents moyens, ça peut être par mail, ça peut être par téléphone, mais on se tient au courant. On se fait part de nos découvertes. Tiens, j'ai pris une petite formation à côté, j'ai découvert ça. J'ai essayé ça, dans mon cas, ça n'a pas marché, ou au contraire, tu devrais peut-être essayer ça parce que moi, ça m'a permis d'augmenter mon trafic. Bon. Et ça, voilà, bah, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet éventuellement de choper des bonnes idées, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de sentir que tu n'es pas seul à vivre les difficultés que tu ressens. Tu as quelqu'un qui te comprend, qui te renvoie un regard. Alors, des fois, si tu prends un partenaire qui est un peu incisif, des fois, un peu comme dans du coaching, il va te renvoyer dans des zones où tu n'as pas forcément envie d'aller. Mais pour moi, c'est quand même que du positif, quoi. Donc voilà, alors, c'est vrai que c'est pas toujours simple, hein, de trouver, j'imagine, selon l'activité qu'on a choisie. Là, c'est la grande force quand on prend une formation où il y a pas mal d'autres personnes qui la font en même temps, c'est que c'est très simple de trouver des partenaires de formation. Mais voilà, vraiment essayer de trouver quelqu'un, je pense que c'est intéressant. Une autre façon de le faire, ça peut être aujourd'hui, alors pas aujourd'hui malheureusement avec, enfin, je pense que c'est plus compliqué dans des périodes de confinement, mais je pense aussi très fortement que tout ce qui est espace de coworking, c'est quelque chose à pas négliger. Moi, alors je ne l'ai pas mis en œuvre du coup, mais avec mon épouse, on s'était dit, tiens, on pourrait peut-être une fois par semaine aller s'installer dans un espace de coworking parce que je pense que là, tu rencontres des personnes qui sont alors dans d'autres activités, donc comprendront peut-être un peu moins bien quand même les spécificités de ton activité, mais je pense que le fait de pouvoir échanger d'abord avec des gens de tout et de rien, et puis malgré tout avec des entrepreneurs qui vont connaître une partie de tes difficultés, c'est important. Donc moi, c'est l'une des pistes auxquelles j'avais pensé. Je n'ai pas encore mis en application, mais je pense que c'est un environnement qui est intéressant. Oui, complètement. Je te rejoins parce qu'effectivement, on est vite pris dans notre engrenage. Et s'extraire et changer de cadre, eh bien, c'est important. Sortir de chez soi présente de nombreux bénéfices, comme développer la créativité. On se ressource à travers les rencontres, ça permet de Ouais, prendre de la hauteur sur ce que nous faisons. exactement. Sortir Ouais. du cadre, ça nous rebooste, on fait le plein d'énergie et ça fait aussi partie des clés de la motivation pour nous aider à persévérer dans nos projets. Mm. Donc un entrepreneur a besoin de rencontrer des gens, de réseauter, pour échanger, pour Mm. partager, pour nourrir sa réflexion. On a de la chance d'avoir de nombreux réseaux à notre disposition. Des réseaux d'entrepreneurs, des réseaux Facebook qui sont aussi spécialisés sur l'entrepreneuriat. Le groupe que tu as créé également, qui s'appelle Sors du cadre pour changer de vie sans démissionner trop vite. Et puis ton blog qui accompagne tous ceux qui se posent des questions sur l'orientation de leur vie professionnelle. Donc il y a toute cette dynamique, elle existe et il faut aller la chercher.
Oui, mais c'est ça. Enfin, effectivement, derrière ce que je disais tout à l'heure, avec cette fameuse histoire là la moyenne des 5 personnes, l'idée c'est ça, c'est vraiment de s'entourer de personnes qui vont, comme je disais, te tirer vers le haut et c'est d'autant mieux si c'est des personnes qui sont dans la même dynamique que toi. C'est pas indispensable, comme tu le disais, tu peux, le simple fait des fois d'échanger avec des personnes et même des inconnus, parce qu'en coworking, tu rencontres pas forcément toujours les mêmes personnes, mais je pense que c'est positif. Après, je pense que ça apporte un plus encore de discuter avec des personnes qui sont dans le même cas que toi. Donc moi, c'est ce que j'ai effectivement à travers la formation blogging, mais c'est ce que je cherche à faire un petit peu aussi dans le groupe effectivement que j'ai créé, qui s'adresse plus spécifiquement pour le coup à des cadres qui veulent changer de vie. Mais l'idée, c'est ça, c'est de bâtir une communauté de cadres qui sont dans cet état d'esprit-là pour pouvoir partager nos projets, pour pouvoir se donner des conseils et voilà. Et après, je pense que le simple fait d'être dans cet environnement, enfin, c'est ce que je vois pour l'instant, ça fait pas très longtemps que j'ai créé le groupe, mais il y a des personnes qui, par le simple fait d'être dans cet environnement, ça les booste, elles se lancent alors que jusque-là, elles n'avaient pas forcément osé franchir le cap. Et ben, en voyant qu'il y a des gens autour qui l'ont fait, qui ont lancé des choses, ça les motive vraiment à le faire. Et je pense que c'est intéressant. Et alors, l'une des choses d'ailleurs qu'on discute au sein du groupe, et ce que tu disais m'y a fait penser, je pense que ça pourrait être l'un des conseils aussi, c'est que je pense qu'il ne faut pas négliger tout ce qui est développer sa connaissance de soi. Parce que tu vois, tout à l'heure, tu parlais, c'est vrai que c'est important d'avoir des contacts avec d'autres personnes, même pour parler de la pluie et du beau temps. Et c'est vrai que bah, quand on n'est plus dans un environnement professionnel standard, au bureau, à l'usine, etc., bah, malgré tout, on perd aussi, on ne s'en rend pas compte au départ, mais les pauses café, les pauses déjeuner, où on discute de plein de choses. Donc ça a quand même son utilité, entre guillemets. Heu, mais je reboucle avec la connaissance de soi. Je pense que, tu vois, typiquement sur un truc comme ça va avoir une importance, clé si on est, extraverti. Si on est introverti, ça va les gens vont moins en souffrir quelque part et ça, je pense que c'est des choses, qui sont importantes à détecter. C'est savoir un petit peu quels sont ces modes de fonctionnement personnels, ces facteurs de motivation, et voilà et donc pas trop tard, je pense, quand on veut lancer un projet, entrepreneurial et idéalement, je dirais avant de le lancer, je pense que c'est bien de prendre le temps de faire un espèce de bilan sur soi-même, sur à la fois ce qu'on disait, ses aspirations, sa vision et cetera, mais aussi, heu, comment je fonctionne le mieux? Quels sont les moments, quelles sont les activités qui me boostent le plus? Voilà et le côté psychologique, alors il y a des tests qui permettent de le faire, il y en a aucun qui est parfait à ma connaissance, mais on peut en faire plusieurs et puis, je pense que passer un peu de temps à réfléchir à ces modes de fonctionnement, j'évoquais introverti, extraverti, mais il y a d'autres aspects, mieux on se connaîtra, mieux on se préservera pendant son projet qui, de toute façon, quoi qu'on en dise, sera une forme d'épreuve, hein, parce que c'est pas simple. Si c'était simple de se lancer dans l'entrepreneuriat, tout le monde le ferait et tout le monde serait entrepreneur. Il y a des vraies difficultés et des vrais défis à relever. Donc, enfin, moi, en tout cas, je pense que le fait de j'avais eu la chance déjà en entreprise de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de tests psychologiques, de choses comme ça, qui m'avaient apporté déjà un éclairage sur la façon dont je raisonnais, dont je fonctionnais. Mais j'ai eu envie de développer ça aussi pendant cette année-là en lisant pas mal de bouquins de développement personnel, en suivant des sites qui en parlent. Et bon, c'est comme partout, il y a des choses à prendre, bonnes, moins bonnes. Il y a des choses qui vont parler à certains, moins à d'autres. Mais en tout cas, je suis persuadé qu'on ne perd pas son temps en travaillant un petit peu à la connaissance de soi, parce que voilà, ça permet de vraiment mieux identifier ses forces et ses faiblesses. Et bah voilà, ça permet d'appuyer sur les forces, ça permet d'être vigilant aux faiblesses lorsqu'on se lance dans un projet comme ça, je pense que c'est un vrai plus. C'est vraiment une aventure extraordinaire et je trouve que c'est la valeur ajoutée de l'entrepreneuriat. Parce que faire l'expérience de l'entrepreneuriat permet de faire évoluer son état d'esprit. Ça bouscule toutes nos habitudes, notre Mmh. façon de travailler, de nous organiser, notre façon de penser, d'agir même. On se retrouve un peu mis à nu face à nous-mêmes, avec des situations parfois inconfortables. Mais on y va quand même, hein, parce qu'on sait qu'on peut le faire et on a envie surtout de se dépasser. Alors tout ça contribue à nous construire et à nous faire avancer. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment savoir avant si on est fait pour l'entrepreneuriat. Il faut en faire l'expérience pour savoir si on est fait pour ça ou pas. Ouais. Et on s'aperçoit alors d'une chose, c'est qu'une partie des peurs qu'on avait, eh bien finalement, elles ne sont pas si terribles. Et parfois, elles sont même infondées. On a beaucoup plus de ressources intérieures pour avancer que ce qu'on avait imaginé au départ. Alors je trouve que ça nourrit la confiance en soi aussi et l'estime de soi quand on avance pas à pas, qu'on cherche à atteindre chaque petite étape
Et au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on a construit un édifice brique par brique. Et c'est pour cela que je trouve que le chemin est déjà en lui-même une réussite. Ouais. Il faut le voir comme ça en tout cas. Il faut le voir comme ça et je pense que c'est ouais, non, c'est clé. C'est-à-dire que, bon, derrière la notion d'échec dont on pourrait parler longuement, mais bon, c'est une affaire un peu culturelle. On sait que la vision sur l'échec n'est pas la même en France et aux États-Unis, par exemple. Clairement, je pense qu'il faut arriver, quand on se lance dans cette aventure-là, il faut se dire que de toute façon, on gagnera quelque chose. Euh, je pense que personne n'est capable de garantir que le succès entrepreneurial sera au bout du chemin, même si bon, il y en a qui disent qu'à force de persévérance, on y arrive forcément. Je suis un peu prudent par rapport à ça, parce que je pense que si tu vas dans la mauvaise direction, à un moment, il faut savoir le reconnaître aussi. Par contre, ce dont je suis persuadé, c'est qu'on ne perdra jamais son temps. Et on gagnera plein de compétences, plein d'expériences qui seront utiles quoi qu'on fasse par la suite. Et c'est aussi d'ailleurs, c'est aussi le cas sur l'année sabbatique, et c'est un point que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais on parlait, tu sais, un petit peu des freins qu'on se met. L'un des freins pour pas mal de personnes quand on parle d'année sabbatique, c'est de se dire, ouais, mais ça va être mal vu quelque part dans mon environnement, ce que je disais, et pas forcément qu'au sein de la boîte dans laquelle on travaille, mais si j'ai pris une année sabbatique à un moment, ça va amener des questions, les gens vont penser que je suis pas sérieux, etc. Donc ça va jouer en ma défaveur. En fait, j'ai eu l'occasion d'interviewer une chasseuse de tête il y a quelques mois qui disait que, bon, après, il peut y avoir des gens qui restent prisonniers au niveau RH, recruteur, employeur, de vieux schémas, mais globalement, les choses ont beaucoup évolué par rapport à ça. Et si tu es capable, et c'est ça le point commun avec ce que tu viens de dire, si tu es capable de montrer que cette année sabbatique, ça a été une vraie expérience qui t'a permis d'apprendre plein de choses, de développer des choses, ton autonomie, même quand tu pars en voyage, hein, ça peut être même ceux qui font le tour du monde, quelque part, les entreprises sont intéressées parce qu'elles se disent, tiens, cette personne, elle s'est pris en main, elle a organisé son tour du monde, expliquez-moi comment vous avez fait, voilà. Et si tu es capable de montrer, mais plus que de montrer, si vraiment ça t'a apporté quelque chose, tu n'as pas perdu ton temps. Et c'est le parallèle avec l'entrepreneuriat, pour moi, il est là. C'est que de toute façon, encore une fois, il peut y avoir des gens qui, à l'issue d'une expérience entrepreneuriale, se rendent compte que ce n'est pas fait pour eux, ça existe, mais je pense que ce ne sera pas un échec. Je pense qu'ils auront appris ça sur eux, et c'est important. Et ils auront forcément, malgré tout, développé des compétences. Ils sauront beaucoup mieux ce qu'ils ont envie de faire aussi. Parce que souvent, on sait ce qu'on n'a pas envie de faire. C'est déjà pas mal. À un moment, on se dit, tiens, par rejet, je ne veux plus fonctionner comme ça. Par contre, quand on te pose la question, d'accord, mais tu veux faire quoi? Souvent, la réponse, elle ne vient pas forcément comme ça. Et de s'être confronté à l'entrepreneuriat avec voilà, tout ce que ça nécessite derrière, je pense qu'à la fin d'une expérience comme ça, même si on doit retourner vers du salariat, on a les idées beaucoup plus claires sur ce qu'on aime faire, ce qu'on a envie de faire, et ça, c'est hyper précieux. C'est vraiment un raccourci vers la réalisation de soi, hein, tout à fait. Bon Alexandre, un grand merci pour ton partage. Tu nous as parlé avec beaucoup d'authenticité. Je t'en prie. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tu témoignes de façon très vraie sur ce que tu vis personnellement dans la construction de ton projet professionnel. Et cela a beaucoup de valeur, alors merci à toi. Et à vous, les activateurs qui nous regardez, j'espère que ce partage d'expérience d'Alexandre vous inspire. Il montre qu'il est possible de réaliser vos aspirations et donc surtout, osez écouter votre intuition. Osez vivre la vie qui vous convient. Je vous invite à découvrir le blog d'Alexandre qui est 11 mois pour changer de vie. Je vous mets les références sous cette vidéo et allez voir son groupe Facebook pour pouvoir partager et échanger sur cette aventure. Un grand merci Alexandre. Merci à toi pour l'invitation et écoute, à une prochaine fois avec plaisir. Avec grand plaisir également. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur le blog Osez réussir. Bye.